Bonjour et bienvenue sur The Perf Club. On continue aujourd'hui la série sur la science derrière l'entraînement avec un nouveau principe donc qui est le principe de potentialisation. Alors une première définition, donc qu'est-ce que la potentialisation? La potentialisation, ça peut être défini comme le séquencement stratégique de l'entraînement afin d'améliorer les phases ultérieures potentielles. Donc le meilleur moyen de comprendre ce que c'est avec une illustration. Donc illustrons donc la potentialisation avec les trois différentes phases utilisées dans l'entraînement en force. Donc la première phase va être la phase de préparation générale, donc qui est la première phase du cycle d'entraînement. C'est une phase qui met l'accent sur le conditionnement physique général. Donc l'athlète va s'entraîner principalement sur des entraînements généraux avec des exercices de base qui vont améliorer ses qualités générales de force de base. Donc nous pouvons travailler sur les faiblesses par exemple pour faire apparaître la force sur par exemple les jambes par rapport au dos s'il y a un décalage ou tout simplement la force générale, la force physique globale qui va permettre une plus grande capacité de travail de l'organisme dans les phases ultérieures. Donc développer une très grande capacité de travail dans cette phase est principalement bénéfique pour les prochaines phases. Nous serons en mesure d'effectuer suffisamment de charges d'entraînement pour optimiser les effets de l'hypertrophie, donc par exemple qui sera une des phases ultérieures. L'hypertrophie est d'ailleurs un élément clé de cette phase, plus comme un sous-produit du fait que comme on fait un volume de travail énorme pendant cette phase d'entraînement général, ce qui va permettre d'augmenter la capacité et la taille musculaire. Et si nous voulons ensuite avoir des muscles qui produisent plus de force, nous devons faire des muscles plus gros pour ce faire. Pour illustrer cela, quelqu'un qui est débutant dans un sport va faire beaucoup plus d'exercices généraux parce qu'il a besoin de développer cette capacité athlétique générale de base. Si on compare avec la phase générale d'un athlète confirmé qui a beaucoup d'expérience, sa phase générale va être beaucoup plus réduite et beaucoup moins générale, plus spécifique donc, car il a développé beaucoup de ses qualités de base dans son parcours passé. Il est très probablement déjà très fort, a probablement la quantité requise de masse musculaire et sa capacité de travail est probablement déjà très élevée. Une autre utilité de cette phase de préparation générale consiste à éviter la stagnation après une compétition ou un record personnel. Il doit y avoir une phase qui permet de réintroduire du volume d'entraînement et de réintroduire les athlètes à un entraînement avec plus de variation, ce qui leur permet de repousser tout type de résistance adaptative et donc éviter de stagner. Finalement, cette période de phase générale va durer de 2 semaines à plusieurs mois. Ça dépend vraiment des athlètes, comme nous venons d'en parler, et de leur niveau d'expérience. De même, certains athlètes, par exemple les haltérophiles, qui viennent du CrossFit ont déjà une condition physique excellente, puisque les CrossFitters font beaucoup de volume et n'ont probablement pas besoin de passer des mois et des mois dans cette phase générale. De même, dans le cas où un athlète connaît déjà un niveau d'expertise avancé, il n'aura pas besoin de que d'une courte période de conditionnement physique. La deuxième grande phase après cette période de phase générale est la phase de force. Donc là, les principaux objectifs de cette phase vont être d'augmenter la force maximale, la capacité de produire plus de force avec les muscles et les nouveaux tissus développés pendant cette phase générale d'avant. Nous devons maintenant apprendre à ce muscle comment générer plus d'explosivité. L'une des raisons pour lesquelles on insiste moins sur la force explosive dans la phase générale est qu'elle est contradictoire avec un volume important. Donc vous devenez plus explosif parce que les niveaux de fatigue vont diminuer avec la diminution du volume, spécifiquement dans cette phase de force. Ensuite, la troisième priorité de cette phase de force est le taux de force développé par l'athlète qui a besoin de produire autant de force que possible pendant le moins de temps possible. Donc c'est une qualité voisine de la force qui est la puissance. C'est un moment parfait pour développer ces aspects, juste avant de développer des aspects plus techniques dans le cycle suivant de pré-compétition. Donc la longueur de cette phase de force dépend également du niveau d'expérience de l'athlète. Au plus la période de compétition est loin dans le calendrier, au plus on va pouvoir passer de temps dans cette phase. Un athlète déjà très fort va pas forcément passer beaucoup de temps dans cette phase en revanche. Donc la longueur va généralement être comprise entre 4 semaines à 6 mois. Cela dépend vraiment du niveau et des besoins de l'athlète. La troisième grande phase, après donc la phase générale et la phase de force, est la phase de pré-compétition. Donc cette troisième phase que nous avons ici va faire culminer l'athlète à son potentiel maximum si elle est bien exécutée et le timing maîtrisé avant la compétition. Donc la priorité numéro 1 ici est de développer les prouesses techniques. L'objectif principal au cours de cette phase va être la gestion de la fatigue et la forme générale.
Le but est que les athlètes qui vont entrer dans ce bloc d'entraînement avec un niveau élevé de fatigue après un niveau de volume élevé et une fatigue élevée sur le système nerveux après la période de force, donc c'est que les athlètes qui entrent dans ce bloc d'entraînement puissent récupérer et avoir le meilleur niveau de performance possible avant la compétition. Nous avons aussi l'aspect psychologique ou la préparation tactique de l'athlète qui est envisagé dans cette phase. Cela peut servir à renforcer la confiance en réduisant la fatigue et l'amélioration de la technique. Concernant la durée de cette phase, elle va être dépendante aussi de l'athlète et elle va être aussi dépendante de la durée des autres cycles, donc du temps qui nous sépare aussi de la compétition et du niveau technique de l'athlète. En général, cette phase va durer entre 1 à 6 semaines. Alors, comment ordonner ces phases? Même si je les ai données dans l'ordre dans lequel il faut les faire, pourquoi il y a un ordre et comment ordonner ces phases? Comme si vous construisez un bâtiment ou un gratte-ciel, vous devez commencer par les fondations. C'est la toute première chose qui est faite avant de construire la structure elle-même. Dans le processus d'entraînement, c'est la même chose. La phase générale doit être terminée et achevée dans une certaine mesure avant que les phases suivantes se produisent. Il doit y avoir une continuité dans les phases pour que les phases de force aient lieu. Par exemple, il faut avoir les bonnes variations d'exercice, la bonne technique qui va être de la plus basique à la plus spécifique et complexe à l'approche d'une compétition. Toutes ces choses doivent être planifiées de la phase générale à la transition dans la phase de force. Après les fondations qui sont le cycle de préparation générale, la phase de force va généralement être la plus longue et c'est là que des progrès vont être faits autant physiquement que techniquement. C'est un peu le moment où dans la construction d'un gratte-ciel, tous les étages sont construits. Donc c'est le gros du travail, on va dire. Puis ensuite, dans la dernière période, les finitions, ou même l'antenne, si on reprend l'analogie du gratte-ciel, l'analogie fait référence à la phase de pré-compétition où le niveau ne va pas forcément augmenter beaucoup, mais va être exploité à son maximum. On va gratter les derniers kilos ou les derniers mètres de l'objectif qu'on veut atteindre. Équilibrer l'adaptation dirigée, ce vers quoi on veut diriger le progrès et la résistance adaptative, c'est-à-dire éviter la saturation ou la stagnation, est le but de toutes ces phases. Chaque phase va se concentrer sur une qualité de manière efficace car on se concentre sur une priorité à la fois. Si notre objectif est de développer la capacité de travail et la force et l'hypertrophie, tout en même temps, alors on va mettre toutes nos ressources dans des choses qui sont contradictoires et qui vont être contre-productives. On va pouvoir améliorer toutes ces choses en même temps, mais on ne va pas pouvoir les améliorer à leur potentiel maximal. Le fait d'avoir des phases qui sont très similaires, qui peuvent inclure des éléments un petit peu de toutes les phases, donc faire un petit peu tout en même temps, on n'aura pas le luxe de mettre autant d'énergie et de concentration dans chaque qualité si nous le faisons toutes les semaines ou tous les mois. Chaque bloc d'entraînement serait trop homogène et l'autre principal avantage de la potentialisation est l'utilisation stratégique de l'allocation de temps en fonction du calendrier de compétition. On va pouvoir donc gérer le timing. Donc, si on essaye de montrer les contre-exemples, quelles seraient les mauvaises applications de la potentialisation? Alors, on aura une première erreur, serait un séquencement incorrect de ces phases. Par exemple, ça aura pas beaucoup de sens d'avoir quelqu'un qui fait une phase générale d'entraînement juste avant une phase de pré-compétition. Il ne sera pas du tout affûté. La situation serait beaucoup moins avantageuse parce qu'il n'y a pas de potentialisation à partir d'un bloc d'entraînement. C'est maladroit de faire une phase très différente de la spécificité d'une compétition, puis de rentrer directement dans la spécificité, il n'y a pas de transition. Cela ne veut pas dire qu'un athlète ne peut pas participer à une compétition à la fin d'une de ces phases, mais ça voudra tout simplement dire que la compétition dans laquelle il va participer à ce moment-là ne sera pas la plus importante et on ne s'attendra pas forcément à la meilleure performance dans cette compétition. Une autre erreur serait la longueur incorrecte de ces phases, le fait de passer très rapidement d'une phase à une autre, faire une semaine de formation d'entraînement général, 2 semaines d'entraînement en force et puis 5 semaines de phase de pré-compétition va probablement pas être le meilleur scénario. On aura le temps de rien construire pour les meilleurs résultats en compétition et on ne sera pas capable d'accumuler tout type d'adaptation avec ces entraînements qui sont trop courts. Ensuite, une autre erreur, c'est avoir une variation extrême entre ces phases. Donc, on ne veut pas avoir un énorme changement entre ces phases, donc toujours sous le couvert de la spécificité. Dans la phase générale, avec disons des exercices généraux et des séries au volume, avec des séries de 8 à 10 répétitions, si on change radicalement dans la phase de force à faire des séries de 2 ou 3 répétitions avec un poids presque maximum, ce changement est trop radical et va choquer votre organisme
et de mener à rien, puisque du coup, on va avoir un niveau de fatigue très élevé très rapidement et avoir une adaptation qui est très mauvaise. Finalement, la dernière erreur dans la potentialisation, c'est de ne pas en faire. Garder le même programme exact tout au long de la saison. Et improductif, un athlète qui essaye d'atteindre tous ses objectifs en même temps ou tout simplement en négligeant certaines choses, en n'ayant qu'une marge étroite de variation toute l'année, n'augmentera pas son potentiel maximum. Voilà, si ce podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux et restez connectés pour les prochains épisodes sur theperfclub.com. Merci, à bientôt.